Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré au rapport de branche 2024, Habitat et logement accompagné, HLA. Je suis Anne Persine, en charge du secrétariat de la Commission paritaire nationale emploi-formation de la branche HLA. Je suis ravie de partager ce moment en compagnie de Virginie Passenon, la présidente de la CPNEF HLA, ainsi que le vice-président Frédéric Bas, également de Laurent Pouquet et de Ruben Elfassi du cabinet Quadra Études, et d'Audrey Hervouette, conseillère technique Uniformation, référente de la branche HLA. La partie technique est entre les mains expertes de Céline Pasteau. Voici le programme de la prochaine heure. Nous débuterons avec les mots introductifs de la présidente, puis nous continuerons avec la présentation des principaux résultats présentés par le cabinet Quadra Études. Enfin, nous profiterons d'un moment interactif pour prendre en compte les questions que vous pourrez nous transmettre via le chat. Pour encourager la qualité de ce webinaire, vos micros et caméras sont désactivés. Un replay de ce webinaire sera mis à votre disposition. Sans plus attendre, voici les mots introductifs de la présidente. Bonjour à tous. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui à ce premier webinaire sur le premier rapport de branche de HLA, le logement accompagné, habitat et logement accompagné. Cette branche est issue de la fusion de 2019 entre deux conventions collectives, celle des foyers de jeunes travailleurs, des associations à caractère social qui proposent du logement temporaire aux jeunes travailleurs. Leur mission principale est l'accueil éducatif, aussi bien individuel que collectif, pour éduquer sur la culture, le social. Elles soutiennent aussi les jeunes travailleurs dans leur insertion professionnelle par l'emploi, la formation, la santé, l'habitat et la vie sociale. Et la branche Pactarim, des associations également à caractère social, tournée vers un public défavorisé, fragile, vulnérable, dans le but de les maintenir dans le logement ou de leur donner accès à un logement décent dans un environnement qui est propice à l'épanouissement de chacun. Ces deux branches donc ont en commun le logement et l'accompagnement social. Elles ont commencé donc à travailler sur la fusion de ces deux conventions collectives. Elles ont harmonisé tout ce qui concerne le volet de la prévoyance, de la santé, de la formation continue. Elles continuent sur la classification. Ces deux branches ont des métiers communs, mais elles ont également des métiers spécifiques à chacun. Il a été donc souhaité un rapport de branche pour avoir un état de métier, des pratiques communes à ces deux branches et aussi bien individuelles. Le contexte économique aussi, qui était post-Covid, a eu des répercussions différentes sur la gestion des foyers, la vision des métiers, aussi bien par les salariés. Donc, ce rapport de branche a été établi dans le but d'obtenir une aide à la décision des partenaires sociaux pour continuer l'harmonisation de la convention collective, alimenter les réflexions de la branche, que ce soit en matière de formation, de rémunération, de protection sociale, d'évolution des métiers et des compétences. On espère, ce rapport de branche a l'objectif de poser une description précise et actualisée des structures. Voilà. Donc aujourd'hui, on a souhaité faire partager ce webinaire à tous les participants qui ont répondu au questionnaire et j'espère que chacun pourra s'en imprégner. On va passer la parole au cabinet Quadra qui va nous expliquer la méthodologie de leur travail et les résultats qui y ont abouti. Très bien, merci. Bienvenue et j'ai eu des appels là, récents, donc j'espère que tout le monde a pu se connecter. J'ai eu un appel en début de réunion. Voilà, juste quelques mots sur rappel d'un rapport de branche. Hein, c'est vraiment un état des lieux de l'emploi
et des questions de formation professionnelle sur les sujets sur lesquels les commissions paritaires sont amenées à négocier. Donc là, c'était particulièrement utile dans effectivement le contexte, comme l'a rappelé Virginie Panon, de fusion, puisque la statistique publique, par exemple, n'est pas encore stabilisée sur la fusion. Vous avez certaines structures qui sont identifiées sous la nouvelle convention collective, d'autres pas encore, etc. On a choisi de façon classique de balayer 5 thèmes qu'on va faire rapidement aujourd'hui sur le rapport de branche. Un volet, alors dit économique, je sais qu'il y a beaucoup d'associations, mais sur des éléments qui ont lié aux structures, donc aux associations, leur implantation, leur volume d'activité. Un volet social qui est un peu le plat de résistance, qui est la description des caractéristiques des salariés. Un volet santé et protection sociale qui sera juste effleuré aujourd'hui, puisqu'il y a aussi des négociations potentielles sur la mutuelle, prévoyance, des sujets, et une attention particulière aussi sur l'accidentologie, donc les accidents du travail, etc. Un volet formation professionnelle alors, qui est largement traité par Uniformation, donc là c'est juste un petit point pour rappeler que ça a été traité dans le rapport de branche, mais il y a des données beaucoup plus complètes dans la collecte des éléments par locaux. Et puis un volet égalité professionnelle, car ça a été rajouté il y a quelques années, dans l'obligation, le rapport de branche est une obligation du Code du travail. Il y a un volet, la nécessité d'établir un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, ainsi que d'aborder des sujets comme, on a mis aussi dans l'égalité professionnelle, le sujet de l'emploi de travailleurs en situation de handicap. Alors, comment on a fonctionné? Il y a pas mal de données publiques sur les branches professionnelles, c'est en progression, c'est la remontée des DSN. Le support est partagé. La remontée des DSN, donc les déclarations sociales nominatives qui sont faites en fin de mois ou trimestre suivant la taille des structures, créer un travail fantastique dans toutes les structures publiques, INSEE, DARES, ministère du Travail, pour avoir ces données de l'emploi. Bon, ça fait 7 ou 8 ans maintenant que ce dispositif est engagé. On commence à avoir des statistiques assez propres. Sur les secteurs associatifs, c'est un peu plus compliqué. Et puis comme je disais, c'est souvent un peu daté parce qu'ils mettent souvent 2-3 ans à sortir les stats. Donc ça nous oblige à faire des projections sur les dernières années. On a mobilisé également les données d'Uniformation sur les sujets de formation. Et puis on a mené une enquête spécifique à laquelle 119 structures ont répondu, ce qui représente un peu moins d'un quart des 540 structures qui sont recensées comme adhérentes appliquant à titre principal la convention collective. Ces 119 structures emploient près de 2600 salariés, ce qui fait près d'un quart. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est un bon taux de retour. Il y a beaucoup de branches pour lesquelles on n'a pas 20%, surtout en première année. En revanche, ça fait effectivement des échantillons qui sont encore assez petits. Comme ce n'est qu'un échantillon, il faut redresser parce que vous allez avoir certaines structures, les grosses répondent souvent plus que les très petites. Donc, il faut faire compter chaque structure au prorata de ce qu'elle représente dans l'ensemble de la population. C'est ce qui nous garantit une représentativité et qui nous permet de sortir des statistiques sur l'ensemble de la branche, non pas sur ces 2600, mais en les extrapolant aux 10 000 et quelques salariés de la branche. Ce qui a été un petit peu compliqué, c'est l'hétérogénéité encore des structures, avec beaucoup de missions, une grande diversité des missions. Voilà. On a également mené une trentaine d'entretiens de semi-directifs pour cette étude, pour un peu mieux comprendre la réalité, les périmètres d'intervention. Et puis les membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation sont intervenus de façon judicieuse et challengeante dans plusieurs réunions, et c'est très bien pour nous parce que ça nous oblige à pousser un peu certaines analyses. Sur le premier volet, le volet économique, très rapidement, on n'est pas franchement sur une progression du nombre de structures. Alors la différence, un établissement c'est un site, et une association ou une entreprise c'est une entité juridique. Donc une entité juridique, elle a souvent 2 ou 3 sites. C'est pour ça qu'on a 2 chiffres. On n'est pas, la croissance récente reste à confirmer, puisque là on est quand même aussi dans des
les opérations de rattachement aux branches, mais on est peut-être sur une période de court terme assez favorable. Avec il y a déjà des réseaux importants chez Solia, etc. par exemple, et on n'a pas un vrai, je dirais, processus de concentration, mais ça pourrait se développer. En termes de localisation, il y a l'historique, l'ouest, le nord. Le nord, bon, l'Île-de-France, c'est logique compte tenu de la densité économique, mais on voit bien qu'on est ville moyenne et grande métropole régionale. Après, ça reste une petite branche, ça représente que 0,04% de l'emploi salarié total, ça fait donc 4 emplois sur 10 000 dans un territoire. Mais vous avez une implantation forte dans l'ouest, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Il y a un grand pôle aussi à Marseille. Et puis les départements d'outre-mer aussi sont les structures de la branche en outre-mer. On a dit, on est sur des structures qui sont plutôt de petite taille. On a à peine une douzaine d'entreprises de 100 salariés et plus, et des budgets moyens qui sont autour de 1,6 million, un médian 1 million, c'est-à-dire que la moitié des structures a un budget inférieur au million d'euros. Et vous voyez, les 40% de structures de moins de 10 salariés, leur budget moyen, c'est 700 000 euros. Et puis, on a une grande diversité des modes de financement et aussi des structures. C'est-à-dire que vous avez des structures pour lesquelles les revenus d'activité qui sont générés par les services qui rendent représentent l'essentiel des recettes, d'autres qui ont davantage de subventions, des contributions, des subventions des collectivités locales, et de plus en plus une part des revenus qui correspondent à des prestations qui sont gagnées sur appel d'offres. Donc avec tout ce que ça comporte de concurrence par les prix, d'exigence de contenu de la prestation, etc. Sur le volet social, il y a deux façons de compter les salariés. C'est tous ceux qui sont passés dans l'année par une structure HLA, donc on arrive à près de 15 000. Et puis les emplois principaux. Donc les emplois principaux, la règle qu'a fixé le ministère du Travail pour dire que c'est un emploi principal, elle est un peu compliquée. C'est ce qu'on dit un poste non annexe. Donc il faut que la rémunération nette soit, sur l'année, soit supérieure à 3 SMIC mensuels. Il faut dépasser 30 jours dans l'année et 120 heures. Et en plus, 1h30 par jour. Donc voilà, il faut remplir ces conditions pour un emploi principal. Et dans ces cas-là, on a près de 11 000 emplois principaux. Donc évidemment, qui regroupent les anciennes branches, foyer de jeunes travailleurs et Pactime. C'est souvent plus intéressant les deux populations ont leur intérêt. Les 11 000 emplois principaux, c'est vraiment des salariés souvent rattachés à la structure, et puis les 4 000 autres, c'est des gens qui ont fait une partie de l'année. Alors ça peut être parce qu'ils ont quitté la structure en février, c'est pas forcément de l'emploi précaire ou des formes d'emploi très fractionnées. Ça peut être des gens qui viennent juste de démarrer au 1er décembre, donc leur partie d'emploi est réduite sur l'année. Là, on a une petite croissance depuis 5-6 ans, qui est de l'ordre de 2% en rythme annuel, 1 sur 10 ans. C'est plus que l'ensemble de l'économie. Et comme on disait, les salariés en emploi principal, ils rassemblent l'essentiel des heures, de la quantité de travail. 94% des heures travaillées sont réalisées par ces 11 000 sur 14 000. Voilà, on a projeté l'emploi en 2022-2023. On va bientôt disposer, c'est mis dans notre agenda, normalement la nouvelle statistique sort vendredi. On va pouvoir un peu affiner sur les dernières années. Mais en gros, voilà, donc je dirais en termes de constat, ce n'est pas une croissance extraordinaire, mais il y a un développement de cette activité. La population salariée est majoritairement en CDI. On dira un mot de l'alternance après. 85% des gens sont en CDI. Cette part est stable. La contrepartie, c'est la part des CDD est de l'ordre de 15% des effectifs.
Et je pense que de façon culturelle, ce sont des structures, on a des structures qui recourent assez peu à l'intérim, à la fois parce que ce sont plutôt des structures enfin, l'intérim se concentre souvent dans les grands sites industriels. Hein. Il n'y a qu'une structure sur 10, et le nombre d'emplois anecdotiques, je crois que ça représente 100, voilà, 100, ça représente peu d'emplois, sous forme fractionnée en plus. Donc ce n'est pas un substitut à l'emploi direct. Là. Et le recours à la sous-traitance, on a cherché à l'évaluer en demandant quels étaient les montants appelés en termes de sous-traitance, et on les a traduits sur le ratio quelle somme correspond à un emploi année, et on arrive à 160 ETP sur l'année, qui représente 1% du budget des structures. C'est très peu. Hein. En revanche, bon, et là on est à cheval un peu entre les données d'emploi et les données formation. On a eu, comme je dirais dans la plupart des activités économiques, une forte progression du nombre d'alternants, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Alors sachant que le contrat de professionnalisation n'ont pas du tout la dynamique du contrat d'apprentissage, hein, en partie en raison, je dirais, à la fois de la communication qui a été faite sur les aides publiques aux emplois d'alternants. Et c'est une proportion qui est élevée, ça représente 4,5% des effectifs, ce qui est supérieur à 3,4%. Hein. Pour mémoire, on était à... Il y a encore quelques années, je me rappelle qu'on était à 1%. Hein. Enfin, pas dans l'ensemble de l'économie. Et c'est même... il y a un vrai engagement des structures dans le fait de transmettre et de faire appel à des alternants. En termes de diversité des métiers, ben, ça correspond un peu à la diversité des activités des structures. Comme vous avez des travaux, de la pilotage de travaux, de l'accompagnement social, de l'accompagnement économique, il y a un nombre de missions extrêmement diversifiées, ce qui fait qu'on est sur des effectifs dans la branche souvent réduits avec notre estimation hein, qui est par l'enquête. Hein. On a demandé quels sont les métiers dans vos structures, on a essayé de reclasser. Hein, donc les métiers de l'accompagnement du public, c'est un peu plus d'un tiers, hein, avec l'animateur socioculturel, l'éducateur spécialisé, le CESF, etc. La direction, ben, ça correspond à peu près au nombre de structures qu'on a, hein, un peu plus. Hein. On a des métiers du pilotage, des études. C'est un secteur qui, on va le voir, qui emploie une main-d'œuvre plutôt qualifiée, hein, qui a beaucoup de réflexion sur son contenu d'activité. On a des métiers de la gestion locative, de la construction, et puis des métiers qui concernent le fonctionnement de la résidence, notamment dans les foyers, agents de sécurité, surveillance, agents d'entretien, etc. Et on voit avec les effectifs, même si c'est moins de 1000, hein, agents de sécurité, agents d'entretien, ces métiers, ou agents d'accueil même, ce sont des métiers qui ne sont pas externalisés ou peu externalisés à des prestataires. Donc il y a une vraie culture d'emploi direct des salariés. En termes de flux d'emploi, parce que c'est important à plein d'égards, notamment sur la gestion des seniors. Hein, on a des branches nous, qui se sont déjà engagées dans la publication d'un index senior. Bon, il y a un vrai enjeu macroéconomique sur l'emploi, le taux d'emploi des seniors, avec les réformes de l'âge de départ en retraite, etc. C'est aussi un sujet qui est important pour l'entrée de nouvelles compétences. 2000 entrants, c'est la façon de faire rentrer des gens qui ont une nouvelle compétence dans les structures. Et ça nous fait finalement un turnover. Le turnover, je vous rappelle, c'est le nombre d'entrées plus le nombre de sorties divisé par les effectifs. Enfin, le nombre d'entrées, la moyenne entre le nombre d'entrées et le nombre de sorties divisé par les effectifs. 12%, ça veut dire qu'en gros, si vous avez 100 personnes, vous avez 12 entrées, 12 sorties par an, ou 14 entrées, 10 sorties, ou l'inverse. C'est relativement rapide et en même temps, c'est assez raisonnable. Hein. On atteint souvent 20 dans des secteurs de services. Donc il y a à la fois un peu une ambivalence qu'on va retrouver sur le profil par âge. Un tiers des salariés à moins de 25 ans, et puis on a aussi les seniors.
Évidemment, compte tenu, alors ce n'est pas qu'une raison de taille, mais aussi de peut-être mouton à 5 pattes, puisque les associations sont extrêmement pointues sur les activités peu visibles. Plus d'une structure sur 3 déclare avoir eu des difficultés de recrutement, notamment pour les métiers qui sont également exercés dans d'autres types de structures. Évidemment, le pourcentage de structures faisant face à des difficultés de recrutement est croissant avec la taille, puisque les structures qui recrutent, le nombre de structures est croissant avec la taille. Le graphique vous montre l'estimation du nombre d'entrées et de sorties selon les types de contrats, et vous avez une flèche qu'on n'a pas pu estimer, mais que vous avez des passages du bleu ciel des CDD vers les CDI. Dans les 1114 CDD, vous en avez certains qui sont passés en CDI dans l'année, mais on n'avait pas l'information sur ce volet. Comme je disais, sur la pyramide des âges, on voit un peu cette dualité. Il y a une je dirais, excroissance de la pyramide des âges ici sur les parties jeunes, donc entre 22, 23 et 30 ans, là, surtout côté féminin. Mais on a aussi pas mal de seniors à plus de 50 ans. Donc on voit bien quand même le déséquilibre. C'est un secteur féminisé, largement féminisé. Et pour info, on a 3200 seniors, donc à partir de 50 ans, qui représentent 28% des effectifs. En termes d'ancienneté, on a les entrants de l'année, et puis on a à peu près, un peu moins que les seniors, on a à peu près un quart de salariés qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Le rapport de branche, c'est l'occasion aussi de se pencher sur la question des rémunérations, notamment parce que c'est une prérogative des commissions paritaires de mener les NAO et de gérer la classification et les minima conventionnels. Donc, il nous arrive d'intervenir également dans des branches sœurs, je dirais, de l'animation, du tourisme social et familial. Mais on a fait une comparaison entre les salaires mensuels nets moyens et puis parce que pour les branches, je dirais la DARES publie des fiches où on a le salaire moyen. On est un peu au-dessus en moyenne. Alors évidemment, en moyenne, la moyenne cache plein de choses. J'ai dit tout à l'heure que c'était une branche qui recrutait du personnel qualifié en proportion élevée. Donc, le fait que la moyenne de la rémunération à 2110 € en net soit légèrement supérieure à la moyenne de l'animation ou du tourisme social et familial, TSF, pardon, fait que est probablement imputable en partie à cette structure de la population plus qualifiée. Voilà, c'est un tout petit peu plus que l'ensemble sanitaire et social, c'est moins que l'ensemble de l'économie. Vous avez la banque, l'industrie, etc. Voilà, pour les stats de base, le 2100 net représente à peu près en moyenne. Alors sur ce que nous avons pu collecter auprès des 2000 et quelques salariés, 2457 € de salaire brut moyen, avec un montant des primes de 3600 moyens pour les salariés qui ont perçu une prime, ce qui représente une rémunération brute annuelle moyenne de 33 500 € en moyenne. Vous savez, le médian, c'est 50%, 50% au-dessus. Comme vous avez quelques gros salaires dans les postes de direction, la moyenne est systématiquement au-dessus de la médiane. Alors sur le volet santé et protection sociale, donc on a fait ces estimations à partir des données de l'assurance maladie et on estime à partir de ces données-là qu'en 2021 il y a eu près de 260 accidents du travail, 48 accidents du trajet et 17 déclarations de maladies professionnelles, ce qui correspond à 3,7% des salariés de la branche HLA qui ont subi un accident du travail, et qui est donc un taux équivalent à celui observé dans l'ensemble de l'économie.
Ce taux, vous pouvez le voir sur le graphique à droite, est en diminution assez importante sur les 10 dernières années, et c'est aussi une dynamique qu'on observe dans l'ensemble de l'économie. Et enfin, il y a des légères différences en fonction des caractéristiques des salariés. Par exemple, les hommes sont souffrent plus d'accidents du travail que les femmes. Parce que les métiers qui s'occupent sont plus sujets, les métiers liés à la construction ou à la cuisine, où le taux d'accidentologie est plus élevé. Tout à fait. Sur la formation professionnelle, donc on a on a près de 6,5 millions d'euros, excusez-moi, qui ont été engagés dans la formation professionnelle l'année dernière et dans la branche HLA. Donc on inclut dans ces 6,5 milliards d'euros l'alternance. On va avoir environ 45% du budget qui est sur le plan conventionnel, encore 45% sur l'alternance et environ 8% dans le plan de développement des compétences. Ces montants engagés, ils sont en nette progression sur les 2 dernières années, donc une progression de 1,5% par rapport à l'année 2022 et de près d'un tiers par rapport à 2021. Et ils ont permis de faire bénéficier 63% des salariés d'une formation professionnelle dans environ 88% des structures qui ont bénéficié d'au moins un financement d'une formation en 2023. Ces proportions, elles sont toutes les deux en hausse et plus sur les sujets des formations, outre les formations logicielles défense qui sont assez classiques et communes à plusieurs branches, on va avoir ici comme principale formation les formations en action sociale et en immobilier. Et enfin, pour finir avec le volet égalité professionnelle, on est donc sur une branche qui est fortement féminisée, avec environ 67% des effectifs féminins, et cette féminisation est en augmentation sur les 10 dernières années. Néanmoins, c'est un taux qui est similaire à celui observé dans les branches connexes qu'on a déjà citées, donc le tourisme social et familial et la branche éclat, mais qui bien sûr est supérieur à ce qu'on observe dans l'ensemble de l'économie. Et là encore, cette féminisation est une traduction de la composition de l'emploi, puisque les métiers du social sont traditionnellement à dominante féminine. On observe aussi un différentiel de rémunération entre les femmes et les hommes qui s'élève à 57 euros en défaveur des femmes, donc sur le salaire mensuel moyen, ce qui correspond à un différentiel de rémunération entre les hommes et les femmes de 2,3%. Si on prend en compte les effets structure, donc à savoir en corrigeant de l'âge, de l'ancienneté, de la taille d'entreprise, du métier et de la branche d'origine, en prenant en compte toutes ces variables, on tombe sur un écart ajusté de rémunération qui s'élève à 31 euros par mois, brut par mois, soit un écart relatif de 1,3% en défaveur des femmes. Ce qui est peu. Ce qui est relativement peu. Et pour terminer cette présentation, sur l'égalité professionnelle, nous avons inclus l'emploi des personnes en situation de handicap. On rappelle que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 demande aux entreprises de plus de 20 salariés d'employer 6% de travailleurs en situation de handicap. Donc, en gros, si vous êtes 100, il faut 6. Dans la branche, on a recensé 477 bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ce qui fait 5,6, toutes tailles confondues, hein, donc c'est-à-dire y compris pour les structures de moins de 20 salariés qui ne sont pas assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Voilà. Sachant que, juste un détail, on compte les salariés en situation de handicap de 50 ans et plus comptent 1,5. Si vous avez 2 seniors handicapés, ça compte 3. Donc on est très très au-dessus de la moyenne nationale, hein, puisque le 5,6
La moyenne nationale, c'est l'ordre de 3,5. Il faut savoir que vous avez beaucoup de structures, je pense à l'informatique par exemple, ou CS2I, où le recours aux travailleurs en situation de handicap est très en dessous de l'obligation légale. Et on voit également que, y compris dans les structures de moins de 20 qui ne sont pas assujetties à l'obligation, on est autour de 3% de recours aux travailleurs en situation de handicap. On a fait 25 minutes. On a un peu été vite, mais je crois que c'est le respect du timing demandé pour qu'il puisse y avoir des questions. Donc je laisse la présentation ouverte ou pas, suivant les questions. Peut-être on peut revenir. Merci Laurent et Ruben pour cette présentation des résultats du rapport de branche. Nous n'avons pas encore reçu de remarques ou de questions concernant la présentation ou les interventions, donc n'hésitez pas à nous les transmettre via le chat. On attend un petit peu pour savoir s'il y avait des questions, des remarques, qu'est-ce que vous retenez de ce rapport, qu'est-ce que vous découvrez de la branche. Avez-vous bien accès au chat? Aucune question, aucune remarque? Ou alors on en pose nous, on vous demande comment vous voyez l'avenir avec l'évolution et l'incertitude sur la prime rénov, des choses comme ça. Une question destinée à Quadrate, est-ce qu'on pourra avoir accès au support de présentation? Ben, ça vous appartient à la branche. Donc vous pourrez avoir accès au support de présentation, ainsi que le replay de cette présentation qui sera disponible pour tous. Où en est-on de la négociation sur la rémunération? Nous, on ne sait pas. Hein. Mais c'est destiné, je pense, plus à la présidence. Virginie, ou moi je peux répondre comme tu veux, Virginie. Elle n'a pas le micro ouvert. Je vais répondre si tu interviens, tu complètes si besoin, Céline. Donc, tu veux démarrer ou tu complètes? Non, bah, vas-y. Donc, les travaux sur la classification et la grille des salaires est toujours en cours. Et on a travaillé depuis plusieurs mois avec un premier cabinet et on retravaille avec un second cabinet pour affiner les résultats de l'analyse sur les nouvelles classifications. Donc là, on s'est mis d'accord sur de nouveaux critères classants pour définir une nouvelle grille de classification, puisqu'il fallait réunir à la fois des classifications qui se ressemblent, mais qui sont aussi différentes entre le réseau Pactarim, ex-Pactarim et ex-FFJT. Donc il a fallu trouver un dénominateur commun pour classer les emplois. Donc là, on s'est mis d'accord sur de nouveaux critères classants. Maintenant, il reste à affiner ces travaux pour pouvoir après déterminer une nouvelle pesée de poste pour définir les minima conventionnels qui s'appliqueront donc à l'ensemble du secteur ex-Pactarim et ex-FJT, comme les autres accords conventionnels que nous avons signés au niveau de la branche. Donc ces travaux sont toujours en cours. L'objectif, c'est d'aboutir, on l'espère, pour le printemps prochain. Et après, pour pouvoir laisser le temps aussi aux structures, ex-FFJT et Pactarim, de se mettre en conformité. Et donc là, il restera aussi à négocier un délai de mise en conformité, puisque forcément, il faudra un temps d'adaptation, d'appropriation. Parce qu'une grille de classification, c'est des travaux importants que les branches conduisent au fur et à mesure. Donc des classifications, des fois, qui sont anciennes. Il faut mettre à jour et qui engendrent des conséquences non négligeables, tant au niveau des emplois que des salaires. Donc voilà. Donc, objectif,
printemps, et puis après une mise en conformité, un délai de mise en conformité qui sera suffisamment long pour pouvoir permettre à tout le monde de s'approprier des nouvelles règles et de la nouvelle grille des salaires, qui fixeront uniquement des minima, des repères pour les employeurs et pour les salariés évidemment, qui souhaitent intégrer notre secteur d'activité. S'il n'y a pas de complément. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques. Laurent, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, enfin, il y a beaucoup d'enjeux sur la classification aussi, parce que c'est pas que la grille de rémunération, c'est aussi les seuils de temps partiel, des choses comme ça. Donc c'est un gros chantier souvent dans une branche. Donc je voulais réagir à la branche HLA semble plutôt bon élève. Oui, c'est souvent le cas dans des branches de l'économie sociale et solidaire, mais ça coûte d'être bon élève aussi. Donc là, les enjeux des structures associatives, souvent, c'est d'avoir les marges de manœuvre financières suffisantes pour pouvoir maintenir, effectivement, il y a une remarque de Claire sur le niveau de rémunération qui est standard ESS. Nous avons l'habitude de traiter on traite l'industrie pharmaceutique, la métallurgie, voilà, on traite beaucoup de branches, donc on a des schémas complètement différents dans le recours à l'intérim, dans les politiques de rémunération, de primes, ou même sur d'autres sujets, quoi. On a des structures qui sont en auto-assurance, quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotisation de chômage parce qu'elles garantissent l'emploi, quoi. Il y avait encore des structures comme ça, enfin c'est en train de disparaître, quoi. Mais oui, c'est coûteux, c'est quelque part, et vraiment les enjeux des structures de la branche, ça va être l'accès au financement, et notamment dans un contexte inflationniste où les coûts se renforcent, et l'accès, la subvention, quand elle est votée dans une collectivité locale, elle n'augmente pas souvent au rythme de l'inflation, quoi. Mais c'est une branche formatrice, qui emploie des travailleurs en situation de handicap, qui a beaucoup d'alternants, qui forme, qui est très engagée. Il y a une communication extrêmement dense, hein, depuis que je suis abonné au flux Solia, etc. C'est impressionnant l'engagement, et notamment des dirigeants des associations, hein. Le nombre de colloques et d'interventions est très élevé. Et il y a une autre remarque, j'ai un petit 1, c'est un rec. Effectivement, entre les Pactarim et les foyers jeunes travailleurs, il y a des grosses disparités encore, à la fois dans la structure des financements, les métiers employés. Donc évidemment, c'est une fusion demandée, je crois, par la DGT. Donc c'est un enjeu. Et c'est pour ça que le chantier de classification est d'autant plus important, c'est que vous allez avoir des métiers qui vont être principalement mobilisés dans un des deux types de structures et pas dans l'autre. Donc c'est un enjeu de fusion, et peut-être que ce n'est qu'une étape par rapport. Yaya demande quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de l'analyse des deux champs? Ben, c'est ça, c'est la diversité des métiers et des modes de financement. Vraiment, fonctionne pas pareil, je crois. Enfin, à première vue, en première réaction comme ça, c'est sur le volet 1 économique, c'est que les structures fonctionnent pas de la même façon. Puis les réseaux, quoi. Il y a des réseaux qui sont très différents. Alors, je vous avoue, on a des structures, je me rappelle, on les cherchait une par une quand on a fait la carte, là, je ne sais pas si elle est encore à l'écran, mais on a des structures qu'on a cherché l'adresse, on a cherché le site pour être bien sûr, parce que c'était assez compliqué, des réseaux régionaux avec
c'était pas aussi facile, hein. Ça aussi tient aussi au statut associatif qui fait qu'il y a moins de bases de données, l'obligation de publication de comptes, etc. C'est moins facile à utiliser. Et puis j'ai une question sur le turnover. Non, 12%, hein, je crois. 12%, ouais. 12, hein, donc c'est estimé à 12, et donc c'est plutôt... c'est un petit peu en dessous de la moyenne nationale qui est de 15. Oui, alors, sachant que effectivement la moyenne nationale, c'est un... Ah oui, 12 parmi des salariés en CDI, oui. C'est vrai que bon, si on rajoute... C'est pas un turnover élevé, je disais, il y a une espèce de... on appelle ça souvent l'arbre et la forêt, c'est-à-dire qu'à la lisière de la forêt, vous avez des nouveaux arbres qui rentrent et qui sortent, donc des emplois de gens qui durent 6 mois, 1 an, et puis dans le centre de la forêt, vous avez les vieux arbres qui sont là depuis 10 ans, quoi. Donc vous avez une structure assez duale, hein, qui se retrouve dans la pyramide des âges, pardon, c'est dans l'autre sens, hein, avec, je dirais, des 40, 45 et plus qui sont là avec des anciennetés, et plus de 5 ans d'ancienneté, c'est presque la moitié des salariés là, ici. Donc on a tout ce bloc, et puis on a ici, si ça décroît après 22 ans, ben c'est souvent ça va être ici qu'on a les CDD, je pense. Alors, donc j'ai une question sur les écarts de rémunération. Alors, je dirais la spécificité, c'est que la correction, voilà, on a 2,3%, c'est assez peu, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à prendre en compte. Heures sup, missions spécifiques, primes spécifiques, donc il y a des choses que la statistique n'arrive pas toujours à prendre en compte, donc 2,3 c'est peu. Peut-être je dirais l'élément particulier, c'est que quand on ajuste, c'est-à-dire que si toutes les femmes étaient directrices et tous les hommes ouvriers, on aurait une différence dans l'autre sens. Et quand vous la neutralisez, la composition, on tombe à 1,3, donc il ne reste pas grand-chose. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à prendre en compte parce que nous, dans notre modèle, on a pu mettre que l'âge, l'ancienneté, la taille de la structure, le métier et la branche d'origine. Bon, sachant qu'on a 2000 observations, et sur la question de prime Ségur, je te laisse faire. Oui, alors sur la question de la prime Ségur, on a donc effectivement 38% de salariés de la branche qui l'ont touché en 2023, avec évidemment d'assez grosses disparités en fonction des métiers. Et donc ça va être principalement sur les métiers de l'accompagnement du public, où là la part des salariés qui l'a touché s'est élevé à 80% des salariés dans ce métier en particulier. Je vais faire cela, d'accord. Alors, sur le temps partiel, il y a eu une étude spécifique sur le temps partiel. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas repris. On a une proportion de temps partiel qui est entre 15 et 20%, donc qui n'est pas exceptionnelle compte tenu du nombre de personnes à 4/5e, quoi, hein, qui sont souvent des temps partiels choisis. Donc l'étude sur le temps partiel qui a été faite l'an dernier avait conclu que finalement il y avait seulement une fraction très minoritaire de temps partiel subi ou inconnu qui correspondait à des gens qui interviennent 2 heures peut-être pour faire l'entretien et qui interviennent des fois dans plusieurs structures. Sur les accidents du travail, Ruben, il a la stat sous les yeux. Oui, alors sur les accidents du travail, la part liée aux agressions, donc la catégorie qui inclut la surprise, la violence, l'agression et la menace concernait en 2021 21% des causes des accidents du travail. Soit en nombre. En nombre, ce qui correspond... C'est sûr.
258, c'est ça? Oui. Donc 20% de 258, donc une cinquantaine. Une cinquantaine. Et avec, je crois, en progression. Mais en fait, la branche est petite, donc la stat est très variable d'une année sur l'autre. Je crois qu'on est passé de 70 à 180. La sinistralité des arrêts maladie, alors, je ne sais plus si on avait un volet absentéisme. Ah oui. Alors, on avait en effet une partie sur ça. Donc, on a le nombre de journées d'absence en moyenne par salarié pour raison médicale. Et il s'élevait en 2021 à 5,2 jours par salarié, donc sur l'ensemble des salariés, pas uniquement ceux qui ont eu un arrêt maladie. Donc 5,2 jours par an, ce qui est plus élevé que ce qu'on observe dans l'ensemble de l'économie. Donc c'est 5,2 jours versus 3,4 jours pour l'ensemble de l'économie. Enfin, oui, sachant que là on couvre que les journées perdues pour raison de santé. Pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle. Oui, donc c'est pas la courte maladie. Hein. Parce que le baromètre, toute cause d'absentéisme, on ne l'a pas sur cette branche, mais c'est plutôt autour de 18 jours quoi, dans l'année. C'est bizarrement, enfin ces moyennes sont très élevées. Hein, quand on fait des stats, on est surpris. Parce que vous avez des longues maladies où on compte 360 jours par an. Quoi. Donc la moyenne est tirée vers le haut. Si vous tapez baromètre de l'absentéisme, vous trouverez quelques mutuelles ou compagnies d'assurance ou autres opérateurs qui font des statistiques et vous allez être surpris de voir le nombre élevé de moyennes de l'absentéisme. Avec une grosse progression l'an dernier, enfin, depuis le retour Covid. Et je ne sais pas si on a répondu complètement à la question sur l'égalité professionnelle. 1,3, c'est pas beaucoup. Hein. Il y a très peu de branches qui sont arrivées à l'égalité. Comme je disais, il y a des facteurs qui sont difficilement pris en compte dans ce type d'analyse, notamment des facteurs non observables. Hein. Y compris, et pour vous dire quand même, une surprise qu'on a quand on fait ces travaux, c'est le secteur public affiche souvent un écart plus important que le privé. Parce que vous avez un système de primes, y compris chez les fonctionnaires territoriaux, qui sont souvent des primes associées à des activités oui. À des activités genre rester au conseil municipal jusqu'à 2 h du matin, des choses comme ça, et qui sont souvent plutôt réalisées par des hommes. Donc c'est plutôt les primes du secteur public souvent sont un contributeur à un écart de rémunération entre les genres. Alors, on a une remarque, je pense, sur les chiffres que j'ai donnés sur les causes des accidents du travail. Et donc, en effet, les chiffres qu'on a donnés datent de 2021. Oui, moi je parlais de l'absentéisme en général, hein, qui va jusqu'en 2023, donc pas spécifique à la branche. Hein, oui. Qui sont les stats de ces baromètres-là. Exactement. Et oui, sur les chiffres un peu plus élevés que la moyenne nationale, on est en effet sur du post-Covid, donc une période avec un absentéisme plus élevé qu'auparavant. Oui, donc j'ai dit que sur le temps partiel, il y avait une étude spécifique donc, qui est de 2023. Donc je pense qu'on était autour de 20% de personnes en temps partiel. Et j'ai le souvenir qu'on avait évoqué. Donc c'était très spécifique puisque dans les 2 anciennes conventions collectives, on avait des emplois repères qui avaient des seuils spécifiques. Ce qu'on cherchait à voir, c'est alors, soit des emplois repères dans une des branches, soit d'autres catégories dans l'autre, avec des seuils spécifiques qui ne permettent pas, sauf dérogation et ce qu'on appelle opt-out, le clause d'acceptation de contrats inférieurs à 10 heures, 8 heures, etc., suivant les postes. Donc, ce qu'on cherchait, suivant les métiers. Donc on est plutôt, le temps partiel, c'est pas quelque chose qui se développe. On est plutôt autour de
on avait 16% en 2022, hein, avec un recul depuis 4-5 ans. Et je dirais, c'est une constante de tous les secteurs. Ça, on a fait les agressions. Donc, on a dit que c'était très variable, mais qu'on était autour de 20% des accidents. Les perspectives d'évolution des valeurs de points, ça, c'est on renvoie à la NAO. Dans quel délai? Je ne sais pas, le calendrier de la NAO, c'est novembre à janvier, je crois. Je sais plus. Frédéric. Je vais prendre la parole du coup sur les perspectives d'évolution des valeurs de points. La classification, elle est donc en cours. Les travaux sont en cours. Les métiers vont être classés par critères, apparemment, si c'est accepté, bien sûr, hein, parce que les travaux sont en cours, rien n'est signé. Concernant la valeur des points, tout va être, du fait que les deux champs conventionnels avaient des classifications complètement différentes, il va y avoir vraiment une modification de la rémunération des métiers. Donc, on ne peut pas trop s'avancer sur ce genre de questions parce que les travaux, ils sont en cours, qu'il va y avoir des modifications, que peut-être ça sera sur une valeur de points, peut-être pas, et que rien n'est signé. Donc, pour l'instant, pas de perspective. Les travaux sont en cours, ils avancent bien. Normalement, ils devraient, j'espère, être finalisés pour l'été, avec une mise en application au 1er janvier 2026, peut-être le temps que tout le monde s'approprie un peu la classification. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas si on part vraiment sur des valeurs de points. Il faut rester prudent. On est sur un travail en ce moment. Il n'y a rien de figé dans le temps. Je ne sais pas si... Je ne vois pas d'autres questions s'afficher pour moi. Je pense qu'on a fait le tour. Mais n'hésitez pas à noter d'autres remarques pour s'il y a un prochain rapport de branche. C'est toujours intéressant de faire, au bout de quelques années, on connaît mieux les structures et ça nous permet de focaliser sur des points particulièrement intéressants dans chacune des branches. Donc peut-être à une prochaine année. Et Virginie, tu voulais dire un mot de conclusion, il me semble? Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donc conclure. Je voulais préciser que je voulais remercier en fait tous ceux qui ont répondu au questionnaire et leur dire que quand on lance des questionnaires, derrière, il y a un enjeu pour tous ceux qui ont besoin de prendre des décisions et je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont pris le temps d'y répondre parce que c'est le rapport de branche va être un document qui va nous accompagner et qui accompagne déjà certains qui s'en sont appropriés pour les avancées dans les négociations de la branche. Voilà, donc je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont participé à ce questionnaire et remercier l'ensemble des participants. J'espère que cela leur servira dans leur prise de décision future. Tu voulais dire quelque chose aussi, Frédéric, non? Pas particulièrement. Merci à tous et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci beaucoup pour votre participation.